pour cette nouvelle conférence de la Fondation Evertea. On est très heureux de vous recevoir à nouveau ce soir pour un sujet passionnant et dont on parle moins peut-être que d'autres qu'on vous a proposés jusqu'à présent. Et il s'agit là aujourd'hui d'écosystèmes aquatiques, du rôle, du fonctionnement et des enjeux de la végétation. J'ai l'impression, c'est pas un peu fort là, non? Non, très bien. Et donc pour nous en parler bien mieux que moi, nous avons le grand plaisir d'accueillir Sarah Puy-Jalon, qui est écologue. Alors Sarah Puy-Jalon est chargée de recherche CNRS au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés, qui s'appelle le LENA ici à Lyon. Après une thèse en biologie moléculaire et cellulaire à l'ENS, enfin des études, je ne sais pas pourquoi j'ai envie que vous ayez fait une thèse à l'ENS, mais pas du tout. Donc elle a fait ses études à l'ENS et ensuite elle a fait sa thèse au LENA ici en écologie sur les stratégies adaptatives des végétaux aquatiques et le stress mécanique. Sarah Puy-Jalon étudie le fonctionnement des milieux aquatiques et elle étudie comment le système hydrique va influencer les végétaux au sein des écosystèmes et en retour, comment les végétaux vont influencer les mouvements hydriques au sein de ces écosystèmes. En tout cas, elle le dira encore une fois, j'espère que je ne me suis pas trop trompée bien mieux que moi, et je lui laisse la parole et je vous souhaite une très belle conférence. Merci pour cette présentation. Et puis merci aussi pour cette invitation à donner cette conférence ce soir à Valence. Je suis ravie d'être là et de pouvoir présenter certains aspects de ce qu'on fait au laboratoire. Voilà. Donc effectivement aujourd'hui, ce soir, on fait un peu une plongée dans l'eau pour voir ce qui se passe dans ces écosystèmes et en particulier ce qui concerne la végétation au sein de ces écosystèmes. En général, c'est des choses qu'on connaît moins, qui sont peu visibles, parce que quand on est sur les berges des cours d'eau, on ne voit pas très bien ce qui se passe dans l'eau, et qui sont moins étudiés que d'autres organismes. Donc on va essayer un petit peu ce soir de vous présenter certains aspects de cette végétation. Donc effectivement, moi je suis... J'ai plus du tout de truc là. Okay. Donc moi je suis chercheuse, je travaille en écologie fonctionnelle. Donc l'écologie fonctionnelle, c'est le domaine de l'écologie, alors l'écologie scientifique, ce soir on va parler d'écologie scientifique, qui va travailler sur les relations entre les fonctions des organismes au sens large et le milieu dans lequel les organismes vivent. Donc finalement, pour résumer, on peut dire que c'est l'étude des interactions entre les organismes et leur environnement et le milieu dans lequel ils vivent, avec l'idée de travailler sur les conséquences de ces interactions pour le fonctionnement et la dynamique des communautés, c'est-à-dire l'ensemble des espèces qui vont être dans un écosystème, des écosystèmes eux-mêmes, voire des paysages. Donc l'idée quand on travaille sur ces interactions, c'est à la fois de travailler, c'est travailler dans les deux sens. Donc à la fois la manière dont le milieu peut impacter les organismes. Par exemple ici, on a la photo d'une crue du Rhône qui, évidemment, l'eau déborde, va dans la forêt, et puis le résultat à la fin de la crue, c'est qu'on a tout un tas d'arbres qui ont été arrachés, déplacés par la crue, donc on a un effet très fort de l'environnement sur les organismes. En écologie fonctionnelle, on va aussi s'intéresser à l'autre versant, c'est-à-dire la manière dont les organismes peuvent avoir un effet sur leur écosystème et sur leur milieu. Alors l'exemple qu'on connaît tous, c'est le castor, ici qui s'est attaqué à un arbre de taille raisonnable. C'est une photo qui a été prise sur l'Ain. Et évidemment, ça va à la fois modifier la forêt avec la chute d'arbres qui sinon resteraient en place, et puis ça va modifier aussi le fonctionnement du cours d'eau avec la mise en place de barrages. Donc ça va modifier le courant, la hauteur de l'eau, voire le cours de la rivière à cause de ce barrage. Donc les organismes comme ça qui ont un effet très important sur leur environnement, on va appeler ça des organismes ingénieurs ou des ingénieurs des écosystèmes, et on verra que les végétaux sont des très bons organismes ingénieurs. Alors moi, mes modèles d'études, pour finir de me présenter, je travaille donc sur la végétation aquatique. Donc je vais après vous présenter un peu plus en détail ce que c'est. Et en écologie fonctionnelle, on va travailler sur, bien sûr, les espèces qui sont présentes dans les milieux, mais on va aussi s'intéresser aux caractéristiques de ces espèces. Et c'est ces caractéristiques qui vont permettre de travailler sur le fonctionnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les traits fonctionnels, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques des espèces qui vont avoir une relation avec leurs fonctions, avec les fonctions biologiques.
En termes de milieu, ben, je travaille partout où il y a de l'eau. Des fois, il n'y a pas beaucoup d'eau, comme dans les tourbières, et puis des fois, il y a beaucoup plus d'eau, les lacs, les étangs. Et puis, évidemment, les systèmes fluviaux. On est très bien lotis en région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de rivières et de fleuves. Donc, il y a une grosse partie de mon activité sur les rivières et les fleuves. Et c'est beaucoup ce que je vais vous présenter ce soir. J'ai essayé ce soir de prendre des exemples locaux, donc sur le Rhône, et aussi sur le Rhône près d'ici. Il y a beaucoup de choses, vous verrez, qui sont tirées d'études qu'on fait sur le Rhône près de Bex. Et pour finir, les interactions qui m'intéressent, c'est les interactions qui vont impliquer des facteurs physiques. Donc dans l'eau, c'est quoi? C'est le courant. Donc ça peut être des plantes qui sont en permanence exposées au courant dans un ruisseau. Ça peut être des courants extrêmes pendant les crues. Ça peut être des vagues sur les bords des lacs, par exemple, où les végétaux vont être balayés par les vagues. Et puis c'est aussi le changement de niveau d'eau et la mise en à sec pendant les périodes estivales de cours d'eau ou de l'Aune, où les végétaux vont se retrouver en situation complètement inédite pour eux, plus dans l'eau mais dans l'air. Donc voilà grosso modo le périmètre de mes travaux. Alors pour commencer, j'ai repris la photo que j'avais mise en page de présentation. L'idée un peu c'est de voir qu'est-ce que c'est que cette végétation aquatique. Comme je disais, c'est souvent des organismes qu'on connaît moins bien, même si on en entend parler aussi. Par exemple, là j'ai sorti un certain nombre de coupures de journaux locaux. On voit des termes qui apparaissent, cyanobactéries, algues vertes, plantes aquatiques, il y a tout un tas de termes, comme ça en général c'est associé à des problèmes plutôt. Des difficultés à se baigner, à mener des activités dans les ports de plaisance. Donc c'est souvent quelque chose qui est vu et qui est perçu assez négativement, en fait, la présence de ces trucs verts au fond de l'eau, si j'ose dire. Alors juste pour faire un bref panorama, pour qu'après on puisse aller savoir un peu de quoi on parle, les cyanobactéries, qui sont souvent en cause dans la fermeture des plans d'eau ou des rivières l'été, pour des causes de risques sanitaires. Donc les cyanobactéries, c'était avant appelé des algues bleues, et c'est des bactéries photosynthétiques. Donc comme les végétaux, elles vont faire de la photosynthèse, c'est-à-dire capter du dioxyde de carbone et avec l'énergie lumineuse, produire leur matière organique et leur sucre. C'est des organismes qui sont soit fixés, donc ça fait des espèces de croûtes comme ça sur les rochers, sur le fond des rivières, ou planctoniques, comme ici vous avez deux exemples de ces cyanobactéries. On peut avoir des phénomènes de prolifération extrêmement massive de ces cyanobactéries, ce qu'on appelle des fleurs d'eau, des efflorescences, ou encore des blooms en anglais, qui sont responsables en quelques jours de la coloration soit de rivières, soit de plans d'eau, avec des couleurs assez bizarres, parce qu'elles possèdent des pigments qui conduisent à des couleurs très particulières, comme par exemple ce rouge. Et puis ces cyanobactéries, elles sont peu consommées, parce qu'elles ont une enveloppe gélatineuse, et puis surtout, il y a pas mal d'espèces qui produisent des toxines. Et c'est à cause de ces toxines que quand on a une quantité de cyanobactéries trop importante dans l'eau, ça amène à la fermeture des plans d'eau, parce qu'il y a un risque sanitaire dû à ces toxines. Alors les deuxièmes termes qu'on voit souvent, c'est les algues. Alors les algues, c'est quelque chose qui est très important à la fois en milieu marin et en milieu d'eau douce. C'est souvent à la base des chaînes alimentaires, donc c'est consommé par les herbivores, et elles sont caractérisées par une très grande diversité dans les milieux aquatiques d'eau douce. Ça peut être des cellules simples, comme ici en bas à gauche, c'est des simples cellules qui sont en suspension dans l'eau. Ça peut être des assemblages un peu plus complexes, comme des espèces de croûtes comme ça à la surface des rochers. C'est ça qui fait que les rochers sont glissants quand on marche dans l'eau. Ça peut faire comme ça des filaments, ça c'est des choses qu'on voit très souvent en rivière, ces espèces de grands filaments verts. Donc ça c'est des algues filamenteuses, c'est pas des plantes. Et ça souvent là aussi c'est associé à des problèmes c'est souvent des écosystèmes pas forcément en très bon état dans lequel ces algues se prolifèrent. Et puis enfin il y a des structures un peu plus complexes qui commencent à ressembler un peu à des plantes avec ce qui pourrait ressembler à une tige et puis des espèces de feuilles autour. Ça reste des algues, donc on n'est pas sur des structures complexes comme des plantes, mais on a quand même une architecture un peu plus diversifiée que seulement ces filaments. Un autre exemple d'algues dont on entend souvent parler, c'est les diatomées, qui sont on voit souvent ces photos-là parce que ça fait des structures assez jolies. C'est des structures en silice, donc c'est avec des formes très très variées.
et qui sont des organismes aussi très importants dans les milieux d'eau douce, et qui accessoirement, j'ai mis la photo ici, sont utilisés en police scientifique pour, notamment dans le cas de noyades. Donc, des fois on voit ça dans les séries, c'est vrai, on utilise vraiment les diatomées pour de l'identification en police scientifique. Autre exemple d'organismes photosynthétiques en milieu aquatique, les mousses. Donc ça commence à ressembler à des choses qu'on connaît un peu plus. C'est extrêmement important dans certains écosystèmes, notamment dans les rivières plutôt, alors ici on est plutôt dans la partie plaine du Rhône, mais plutôt dans les rivières de montagne, dans les torrents très dynamiques, très souvent. C'est essentiellement des mousses qu'on voit au fond de l'eau, parce que c'est les seuls qui sont capables de survivre dans ces milieux-là. Et puis c'est aussi des espèces qui sont bio-indicatrices, qui vont être capables d'accumuler des polluants de manière importante, et du coup qui sont utilisées pour diagnostiquer le niveau de pollution des écosystèmes d'eau douce. Enfin, on a également quelques fougères qui sont aquatiques. Donc il y a quelques centaines d'espèces à l'échelle du globe qui sont strictement aquatiques. Ici, c'est une photo qui a été prise sur le Rhône, à quelques kilomètres d'ici. Donc la fougère, c'est cette espèce de petit truc vert clair là au centre. Donc c'est des toutes petites fougères qui sont complètement aquatiques et qui vivent à la surface de l'eau. Et puis enfin, l'essentiel de ce dont on va parler ce soir, c'est les plantes à fleurs, qui vont constituer une part importante des organismes photosynthétiques en milieu aquatique. Et là, on a une diversité très importante. En général, on connaît très bien ce que j'ai mis en bas à gauche, c'est-à-dire les nénuphars, qui sont vraiment la plante aquatique emblématique. C'est plutôt une exception, dans le sens où on a des fleurs très visibles, de grande taille, très colorées. En général, les plantes aquatiques, c'est plutôt le contraire. On a peu de fleurs, petites et très peu colorées. La floraison, c'est pas quelque chose de très répandu chez les végétaux aquatiques. En général, c'est vraiment ponctuel, un peu stochastique, et on n'a pas ce genre de fleurs. C'est vraiment l'exception qui fait qu'on confond le reste des végétaux avec des algues, mais c'est quand même des plantes à fleurs. Alors, pour présenter un peu plus en détail, donc ça, c'est l'arbre phylogénétique des plantes à fleurs. Donc il y a tous les groupes de plantes à fleurs, terrestres et aquatiques. J'ai mis en bleu les groupes dans lesquels il y a des végétaux aquatiques. À l'échelle de la flore mondiale, on estime que c'est entre 7 et 10% des espèces de plantes à fleurs qui sont aquatiques. Donc à peu près 10% de la végétation, et en fait de la végétation aquatique. Et ce qu'on voit sur l'arbre phylogénétique, c'est qu'on a des groupes à la fois très anciens, qui sont aquatiques, et puis des groupes très récents, et surtout qui se répartissent en fait, les végétaux aquatiques se répartissent dans des très nombreuses familles qui sont à peu près partout sur l'arbre phylogénétique. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on va avoir énormément de diversité. C'est-à-dire que les végétaux aquatiques qu'on va retrouver dans les cours d'eau, dans les lacs, sont issus de familles très très variées, et ça va amener une très grande diversité en termes de fonctionnement, de morphologie, de caractéristiques de ces végétaux. D'accord ? On n'aurait pas du tout la même chose en milieu marin, où c'est quelques familles seulement qui ont colonisé le milieu marin, et donc il y a très peu de diversité. Là, en eau douce, on a une diversité qui est vraiment importante avec des espèces qui viennent de très nombreux groupes. Donc là, je vous ai fait une présentation un peu de l'origine biologique de ces organismes photosynthétiques en milieu aquatique. En écologie fonctionnelle, on a aussi une approche justement fonctionnelle des organismes. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de regrouper des organismes qui vont avoir les mêmes fonctions, le même fonctionnement au sein de ces écosystèmes. Et on va distinguer ici, je vais vous présenter 3 grands groupes dont vous avez déjà entendu les noms. Le premier, c'est le phytoplancton. Donc le phytoplancton, ça va être l'ensemble des organismes microscopiques qui vivent dans l'épaisseur de la colonne d'eau. Donc c'est ça qui fait que, de temps en temps, vous avez des eaux un peu vertes, parce que vous avez beaucoup de phytoplancton. Donc ça va être à la fois des algues, des diatomées, des cyanobactéries. Donc c'est des organismes qui viennent de groupes très différents, mais qui ont les mêmes fonctions dans l'écosystème. Par opposition au phytoplancton, on a ce qu'on appelle les macrophytes. Et les macrophytes, c'est les grosses plantes en fait qui sont dans l'eau. Et là aussi, vous avez des organismes qui sont très variés, des algues, des mousses, des fougères, et puis des plantes à fleurs. Et tout ça, ça va constituer un groupe qui va fonctionner un peu de la même manière au sein de ces écosystèmes. Et la dernière chose, c'est le périphyton. Donc le périphyton, c'est ces amas verdâtres, marronasses,
qu'on trouve sur toutes les surfaces qui sont immergées dans l'eau. Donc les bois par exemple, les troncs qui sont au fond de l'eau, évidemment les rochers, les cailloux, mais aussi les plantes. Là la photo de droite, c'est des plantes qui sont recouvertes par ce périphyton. Et là aussi c'est constitué d'organismes qui sont très différents, des algues, des cyanobactéries, des bactéries qui vont constituer cette espèce de couche qui va recouvrir le fond des écosystèmes. Alors si on s'intéresse maintenant un peu plus à ces macrophytes, donc à ces grosses plantes, qui sont quand même ce qui va nous occuper ce soir, là aussi on peut essayer un peu de décortiquer le fonctionnement de ces macrophytes en regardant la manière dont ils se positionnent par rapport à l'eau et à la colonne d'eau en fait. On a une partie des plantes qui vont vivre entièrement sous l'eau, donc qui sont entièrement recouvertes par l'eau, qui n'émergent pas, on ne voit rien à la surface. Donc c'est des plantes complètement submerses. Et ces végétaux-là, ils vont partager un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est tout d'abord que c'est des organismes qui vont être sensibles à la lumière. La lumière est très fortement atténuée par l'eau. Dès qu'on a une colonne d'eau de quelques dizaines de centimètres, on a une atténuation extrêmement forte de la lumière. Donc c'est des végétaux qui rapidement peuvent manquer de lumière, notamment quand l'eau est un peu turbide. Donc l'eau elle peut être turbide parce qu'il y a des matières en suspension, du sable, des sédiments qui sont transportés par l'eau. Elle peut être aussi turbide parce qu'il y a du phytoplancton qui s'est développé. Donc ça va être un problème pour ces végétaux qui peuvent du coup ne plus pouvoir faire la photosynthèse et qui vont être dans l'incapacité de coloniser des profondeurs trop importantes parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière qui traverse. On a le même problème pour les gaz, et notamment le dioxyde de carbone. Les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour faire la photosynthèse. Dans l'eau, il y a peu de dioxyde de carbone, beaucoup moins que dans l'air, et donc là aussi, il y a une limite à la colonisation de certains habitats par ces végétaux qui sont complètement submerses, qui est liée au fait qu'elles n'ont pas accès à suffisamment de dioxyde de carbone. Alors ça va amener un certain nombre de choses, dont des changements dans la morphologie des feuilles. Si vous regardez sur les photos, il y a beaucoup d'espèces qui ont les feuilles comme ça, qui sont très divisées, qui sont réduites aux nervures, qui sont en espèce de filaments très fins. En fait, il ne reste plus que les nervures sur les feuilles. Un peu comme quand on épluche les feuilles, là, quand les enfants enlèvent l'intérieur des feuilles de platane, là c'est le même principe. Il ne reste que les nervures, et ça permet d'augmenter la surface de contact entre la plante et l'eau, et donc d'augmenter le prélèvement de dioxyde de carbone et la lumière en fait, que la plante va pouvoir intercepter. Par contre, c'est des plantes qui vont être assez peu sensibles au courant, finalement. Elles vont supporter le courant, elles sont au fond de l'eau, et elles sont assez peu sensibles au courant, au vent évidemment, mais aussi aux variations du niveau d'eau. À partir du moment où elles ne sortent pas de l'eau, finalement, qui est des petites variations de niveau d'eau, ça ne va pas forcément être un problème pour ces végétaux-là. Le deuxième type de végétaux, ça va être des plantes qui vont être flottantes, enracinées au fond. Donc on retrouve notre nénuphar. Alors si on regarde sous un nénuphar, c'est la photo qui est là, en bas à gauche, et vous voyez les structures là, jaune-orange, là, c'est les rhizomes de nénuphar, donc les tiges horizontales des nénuphars qui courent au fond de l'eau et qui sont ancrées par ces très grosses racines là qu'on voit ici. Donc les nénuphars, c'est des végétaux qui sont très bien enracinés dans le sédiment, avec des systèmes souterrains qui sont très développés. On retrouve ici d'autres exemples. Au passage, vous voyez ici des fleurs de plantes aquatiques. Donc je vous disais que ce n'est pas spectaculaire, c'est ces petits épis qu'on voit ici. Donc on est loin de la fleur de nénuphar, on est plutôt sur une fleur un peu verdâtre, discrète et pas très spectaculaire. Alors ces végétaux là aussi vont partager un certain nombre de caractéristiques en commune. Eux, par contre, parce qu'ils ont des feuilles à la surface étalées, il n'y a aucun problème de lumière. En fait, ils ont accès à la lumière, qui est la lumière en milieu terrestre. Pareil pour les gaz, le prélèvement des gaz se fait par les feuilles qui sont à la surface de l'eau. Donc au contraire, c'est des végétaux qui vont avoir une photosynthèse en fait très efficace parce que la lumière et les gaz sont prélevés directement dans le milieu aérien. Par contre, c'est des végétaux qui ne vont pas pouvoir coloniser des profondeurs trop importantes parce qu'il faut la partie enracinée va devoir faire des feuilles qui vont aller jusqu'à la surface. Donc ça, c'est pas possible de faire des feuilles qui font 10 mètres de long. Donc on va avoir une limite de profondeur que ces végétaux peuvent coloniser. Et puis de la même manière, c'est des végétaux qui vont être sensibles au courant et au vent. C'est des grosses feuilles étalées à la surface. Quand il commence à y avoir des vagues et du courant, les feuilles s'en mêlent
Et c'est des végétaux qui ne vont pas bien supporter ces facteurs-là. Pareil pour la variation de niveau d'eau. Si l'eau varie trop, les feuilles ne sont pas étalées, elles ne sont plus à la surface. Donc, du coup, elles vont être moins efficaces. On retrouve un peu dans la même catégorie des flottantes, mais cette fois-ci, qui ne sont pas enracinées. Donc on retrouve par exemple quelque chose qui ressemble à un nénuphar, mais qu'on n'est pas. On retrouve notre fougère aquatique, et puis évidemment les lentilles d'eau, qui sont un exemple de plantes qui sont juste posées à la surface de l'eau, mais qui ne sont pas enracinées. Alors, ces végétaux-là ont quand même des racines. Si vous regardez, ça c'est la partie racinaire d'une plante flottante. Et en fait, vous voyez, vous avez des racines extrêmement développées. Et dans ce cas-là, les racines vont servir uniquement à prélever les nutriments, exactement comme les plantes terrestres prélèvent les nutriments par les racines, là c'est la même chose, mais elles ne vont pas servir à l'ancrage de la plante. C'est uniquement une fonction de nutrition, pas du tout une fonction d'ancrage. Alors ces végétaux, en termes de caractéristiques, c'est des végétaux qui vont, du coup, comme les précédents, pas du tout avoir de souci d'accès à la lumière ou au gaz, puisqu'ils sont, comme les autres, posés à la surface de l'eau. Il n'y a pas non plus de problème de profondeur, parce que eux, comme ils ne sont pas enracinés, quel que soit le niveau d'eau, en fait, ils restent à la surface. Donc il n'y a ni problème de profondeur maximale, ni de variation du niveau d'eau. De toute façon, la plante est posée à la surface de l'eau et suit le niveau de l'eau. Donc finalement, le seul facteur qui va poser un peu problème à ces végétaux, c'est le courant et le vent, qui, parce qu'ils ne sont pas ancrés, vont les balayer extrêmement facilement. Donc on est plutôt sur des végétaux qui sont très efficaces dans des milieux calmes, où il n'y a pas trop de courant et pas trop de vent. La conséquence de ça, c'est qu'en général, il y a des cas où, parce que c'est des végétaux très efficaces, ils se mettent à proliférer de manière extrêmement importante, et notamment dans l'hémisphère sud. Il y a des milieux qui sont complètement envahis par ces végétaux flottants, qui ont des capacités de croissance extrêmement importantes, et qui se retrouvent à complètement saturer les plans d'eau. En Asie du Sud-Est et en Afrique, on a souvent des proliférations comme ça qui sont extrêmement importantes sur les plans d'eau à cause de ces végétaux flottants. Dernier exemple, c'est des végétaux qui vont être en partie hors de l'eau, donc ça, souvent on est plus familier de ces végétaux-là. C'est typiquement les joncs, les roseaux, qui vont coloniser plutôt les bords des écosystèmes. Alors ces végétaux-là, comme les précédents, il n'y a pas de problème de lumière et de gaz, puisqu'ils ont toute une partie des feuilles qui sont en milieu aérien. Par contre, là aussi, il va y avoir une profondeur limite que les végétaux peuvent coloniser. On ne va pas les retrouver dans des milieux trop profonds, parce qu'il faut qu'ils aient une partie de leur appareil végétatif hors de l'eau. C'est aussi des végétaux qui vont être un peu sensibles aux variations de niveau d'eau, justement parce qu'ils ont besoin d'avoir une partie de leur appareil végétatif qui est hors de l'eau. Donc on voit qu'on a, en fonction de ces grands groupes de végétaux, des relations à l'environnement qui vont être très différentes, avec des facteurs qui vont limiter, dans certains cas, certains groupes de végétaux, favoriser d'autres groupes de végétaux. Et du coup, en fonction des écosystèmes dans lesquels on se situe, on va avoir des faciès de végétation qui vont être complètement différents. Vous voyez sur les photos de gauche, c'est des launes de l'Ain et du Rhône. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a de la végétation submerse, complètement submerse, on a des feuilles flottantes, et puis on a régulièrement des végétaux qui vont sortir de l'eau, un peu partout. On a à peu près tous les groupes de végétaux que je viens de présenter. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement avec peu de courant, des profondeurs moyennes de quelques mètres, et donc la totalité des végétaux sont capables de coloniser ces habitats-là. Au contraire, ici, c'est des photos prises sur le Rhône, pas loin d'ici, à Cruas et sur le vieux Rhône de Bex. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a uniquement de la végétation submerse, alors qui est capable d'atteindre la surface, mais qui n'est pas capable de sortir de l'eau. Et on n'a pas du tout de végétaux à feuilles flottantes, ou en tout cas beaucoup moins. On n'a pas non plus de grands végétaux émergents. Pourquoi ? Parce que la profondeur est trop importante et le courant est trop fort. Donc en fonction des caractéristiques de l'habitat, on va trouver certains groupes de végétaux ou pas.
c'est tout simplement que c'est des producteurs primaires importants. Producteurs primaires, ça veut dire quoi? Ça va être une ressource alimentaire à la base des chaînes trophiques. Donc d'autres animaux vont se nourrir, enfin des animaux vont se nourrir de ces végétaux. Ici, par exemple, vous avez un escargot aquatique qui est en train de brouter une plante aquatique. Et ça, pendant très longtemps, en fait, on a considéré que c'était un rôle négligeable des végétaux. Donc ça, c'est un livre qui date de 1918. Et donc j'ai repris une citation de l'auteur, là, ici en bas à gauche, qui dit « On pourrait probablement enlever toutes les plantes et les remplacer par des structures en verre de même forme et de même texture, sans que cela n'affecte grandement les relations trophiques immédiates. » Grosso modo, l'auteur considère qu'il n'y a aucun rôle trophique aux végétaux, c'est uniquement une espèce de structure présente, un peu comme les plantes aquatiques finalement qu'on aurait dans un aquarium, qu'elles soient en plastique. C'est uniquement un élément de décor presque de l'écosystème. Et c'est quelque chose qui est resté très longtemps en fait ancré en écologie aquatique, que la végétation n'avait pas de rôle dans les chaînes trophiques. Ça, c'est une étude qu'ont fait des collègues du laboratoire où ils ont mesuré le taux de consommation par justement ce petit escargot de plusieurs dizaines d'espèces de végétaux aquatiques du Rhône. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement des espèces en bas là, qui sont très peu consommées, donc qui probablement ont un rôle assez mineur dans la chaîne trophique, et puis au contraire, certaines espèces qui sont extrêmement consommées et qui là sont une vraie ressource pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc le point de vue là, qui était communément admis avant, en fait maintenant est en train d'être balayé par ce qu'on découvre, c'est-à-dire qu'il y a un vrai rôle trophique de ces végétaux aquatiques. Le deuxième rôle, c'est un rôle de structuration de l'habitat. Là, c'est un peu la même chose qu'en milieu terrestre. La végétation sert à tout un tas d'animaux comme habitat, donc à la fois comme abri, comme zone de frai et de reproduction. Ici, par exemple, vous avez 3 photos qui concernent des amphibiens. Il y a des espèces de grenouilles qui accrochent leurs œufs sur les tiges de plantes aquatiques, les petits têtards qui sont attirés par la végétation, et puis après, une grenouille qui est posée sur les feuilles. Donc on voit bien qu'on a une utilisation très forte de cette végétation par les animaux. Et ici, un autre exemple, on voit dans les plantes des structures un peu marron, là. Donc c'est pas des petits bouts de bois, c'est des trichoptères, qui sont des larves d'insectes, et qui vont fabriquer des fourreaux dans lesquels se vit la larve. Et à la fois, la larve, avec son fourreau, vit dans la végétation, mais aussi, on voit ici sur les photos, qu'elle utilise, que les larves de trichoptères utilisent des morceaux de végétation pour fabriquer leur fourreau. Donc la végétation devient un matériau de construction, en fait, pour ces animaux-là. Troisième exemple, le rôle de la végétation dans les cycles biogéochimiques. Donc, comme tous les végétaux, la végétation relargue de l'oxygène, qui est en fait un déchet de la photosynthèse. Et on voit ici, par exemple, un herbier, alors je ne sais pas si on voit très bien de loin, mais on voit les bulles d'oxygène qui sortent de l'herbier. Donc la production d'oxygène est telle que ça fait des bulles qui sortent de la végétation. Donc là, la végétation sert à oxygéner l'eau, ce qui est évidemment quelque chose d'extrêmement important pour l'ensemble des animaux. De la même manière, il y a un effet très important sur les nutriments, donc notamment l'azote et le phosphore, parce que la végétation prélève cet azote et ce phosphore qui est dans l'eau pour sa croissance. Ah oui, ça, du coup, ça avait un rapport avec la circulation des gaz. En fait, une des caractéristiques de la végétation aquatique, c'est d'avoir des tiges, comme ça, donc ça, c'est des coupes transversales de tiges, des tiges qui contiennent des très grands espaces vides, qui permettent la circulation des gaz dans toute la plante. Donc en fait, l'oxygène va à la fois buller et oxygéner l'eau, mais il va aussi être transporté dans la plante, dans tous ces canaux qui sont présents dans les tiges, et aller oxygéner via les racines les sédiments. Donc ce qui va servir aux activités microbiennes qui ont besoin d'oxygène pour avoir lieu. Et donc toute une partie de l'activité microbienne dans les sédiments va dépendre de l'oxygénation qui est réalisée par la végétation. Donc ça joue le rôle d'une espèce de tuyauterie qui amène de l'oxygène au fond de l'eau, là où il y en a très peu. Et dernier exemple, l'équilibre physique un peu de l'environnement. Donc ça, c'est une photo qui est prise sur le Rhône, à Bex, et vous voyez, il y a des vagues sur le Rhône, et puis dès que vous rentrez dans la zone végétalisée, vous avez quasiment plus de vagues. C'est-à-dire qu'il y a un effet tampon de la végétation ralentit le courant, arrête les vagues, et du coup, crée des abris où il n'y a pas de courant, dans un écosystème où il y en a. On va voir plus tard que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans les écosystèmes courants, comme les rivières.
Donc on voit bien qu'on a plutôt des fonctions qui sont importantes de la végétation dans ces écosystèmes aquatiques, variées et importantes. Et, si j'arrive à passer la diapo, et qui contribuent en fait, au fonctionnement de l'ensemble du reste de l'écosystème, à la fois les animaux, mais aussi les activités microbiennes et les activités typiquement microbiennes qui vont participer au bon fonctionnement de ces écosystèmes aquatiques. Alors maintenant, si on reprend un peu le carré en bas, la photo en bas à droite, là, sur cet aspect physique, et sur cet aspect de la végétation dans les écosystèmes courants, qu'est-ce qui se passe dans les écosystèmes courants? Donc là, c'est beaucoup de choses qu'on a fait sur le Rhône. Donc là, c'est quand on fait des mesures justement de courant avec le petit appareil qui est ici sur le Rhône. Comment cette végétation fonctionne dans ces écosystèmes comme le Rhône. Alors, le courant, pour les plantes, c'est un peu comme le vent. Enfin, pour les plantes aquatiques, c'est un peu comme le vent. Pour les plantes terrestres, c'est plutôt un facteur qui va agir négativement sur la végétation. On voit sur la vidéo, là, les feuilles sont en permanence étirées, fouettées par le courant. Donc c'est une contrainte très forte. Et évidemment, la force qui s'exerce sur la plante, qui est induite par le courant, peut conduire à la brisure des tiges, voire au déracinement complet de la végétation. Donc c'est un facteur qui va plutôt limiter la présence de la végétation. On voit ici à droite, là, sur les figures qui sont reprises d'un article un peu ancien, que donc, les auteurs ont mesuré la masse totale en macrophytes dans des habitats en fonction de la vitesse du courant. Et on voit qu'on a une très belle relation. Plus il y a de courant, moins il y a de plantes. Donc ça va être de manière générale, la végétation aquatique n'est pas très adaptée au courant. C'est quelque chose qui va fortement limiter la croissance des plantes. Ceci dit, il y en a quand même. Du coup, comment font les végétaux pour se maintenir dans les écosystèmes où il y a de la végétation? Je vais passer une diapo. Donc la végétation va présenter un certain nombre d'adaptations, de modifications de sa morphologie qui va permettre de résister à ce courant. Donc ça, c'est un exemple ici sur cette espèce. Et ce qu'on voit, c'est quand la plante pousse dans des habitats où il y a des vitesses de courant de plus en plus importantes, sa taille diminue. Donc ça, c'est la masse d'une plante. Et on retrouve ça ici. Donc ça, c'est la même espèce, avec des individus qui ont poussé dans des habitats où il n'y a pas de courant, et des individus qui ont poussé le petit dans un habitat où il y a du courant. Donc on a une nanification complète de la plante, avec du coup des individus qui se mettent à faire quelques centimètres de haut. Donc ça permet aux plantes d'être proches du fond, dans une zone où il y a moins de courant. C'est la même chose quand il y a trop de vent, on a tendance à se mettre proche du sol, où il y a beaucoup moins de vent. Et donc on va se retrouver avec de la végétation qui est une espèce de tapis de toutes petites plantes qui vont coloniser le fond des cours d'eau. Alors ça permet quand même de maintenir de la végétation. Ce pas des très grosses plantes, mais cette espèce-là, elle arrive à être présente dans ces écosystèmes et à maintenir un certain nombre de fonctions dans ces écosystèmes. Si on regarde bien, une autre adaptation, ça va être la quantité de racines. Vous avez deux plantes qui ont des tailles très très différentes, et finalement, il y a la même quantité de racines sur les deux individus. Donc proportionnellement, la petite plante, elle a une quantité de racines beaucoup plus importante, qui va lui permettre de se maintenir et d'avoir un ancrage beaucoup plus efficace dans cet environnement où il y a plus de courant. Donc l'utilisation de l'énergie par la plante va changer. Elle va mettre beaucoup plus d'énergie dans la fabrication de ses racines, ce qui lui permet, in fine, de se maintenir dans cet environnement qui, a priori, est plutôt défavorable. Donc ça, c'est un type d'adaptation qu'on observe. On observe aussi d'autres adaptations qui sont un peu plus atypiques, où on a formation dans certains écosystèmes courants de taches de végétation. Et les taches de végétation, ça va être ces structures-là. Donc là, il y a 6 exemples d'espèces qui forment des taches. Ça va être un regroupement de plusieurs centaines ou plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'individus qui vont pousser en une forme extrêmement régulière, extrêmement compacte. Et c'est cette structure-là, cette espèce de superstructure qui va être adaptée au courant. Donc les individus forment une espèce de superstructure qui, elle, va être adaptée au courant. Et en particulier, quand on a une tache de végétation comme ça, le courant va être dévié par la présence de la tache, et on va avoir localement une réduction très forte de la vitesse au sein de ces taches. Donc là, on a mesuré la vitesse du courant au sein de la tache de végétation.
pour des tâches de longueur croissante. Donc on voit que pour les toutes petites tâches, il y a très peu d'individus, c'est pas très efficace, on conserve une vitesse de courant assez élevée, et puis progressivement, plus la tâche se développe, et plus on a une vitesse de courant qui devient faible, et à la fin, elle est complètement nulle, donc il n'y a plus, dans des grandes tâches, il n'y a plus du tout de courant. Donc en fait, l'adaptation se fait à l'échelle de cette superstructure qui va modifier le courant, et les individus au sein de ces superstructures se retrouvent dans une situation où ils ne subissent pas le courant. Et ça va avoir des conséquences importantes pour le fonctionnement de l'écosystème, puisque finalement, dans un écosystème courant, la végétation va créer localement des zones où il n'y a pas du tout de courant. Et ça a notamment des conséquences pour les sédiments. Ce qu'on voit, c'est que quand on est dans la zone en aval de la tâche de végétation, on a du sédiment fin, donc la présence de la tâche, parce qu'elle arrête le courant, va provoquer un piégeage et une accumulation de sédiments fins et de matière organique, alors que quand on est hors de la tâche, on a uniquement du galet, du gravier, qui sont des sédiments qui sont beaucoup moins favorables. Donc le fait d'arrêter le courant va créer des zones beaucoup plus favorables, à la fois pour la végétation, mais aussi pour les autres organismes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. De la même manière, on avait mesuré donc, la granulométrie, c'est-à-dire la taille des grains. Et pareil, dès qu'on a des tâches qui commencent à atteindre une certaine taille, on a une granulométrie qui devient très fine, donc la formation de zones avec un sédiment fin dans lequel plein d'organismes vont pouvoir se développer, parce que c'est beaucoup plus favorable que des gros galets qui sont un habitat assez pauvre en fait. Et ça, on voit que cet effet-là, en fait, il apparaît assez tôt sur la photo. Vous voyez, vous avez une tâche qui fait quelques dizaines de centimètres, et on voit tout de suite en aval une zone où il y a accumulation de sédiments fins, et qui va créer un abri et une zone beaucoup plus favorable. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que finalement, c'est la présence de la végétation qui va maintenir ces zones favorables au sein d'un écosystème. Si vous enlevez la végétation, donc là c'est une vidéo où on soulève la tâche de végétation, et immédiatement, le sédiment fin est balayé par le courant. Donc si on supprime la végétation dans les cours d'eau, on va obtenir ça, c'est-à-dire tout le sédiment fin, riche, favorable aux animaux micro-organismes est balayé par le courant, et vous avez uniquement du galet, du gravier. Donc cette végétation, dans les milieux courants, elle va créer ça en fait. Elle, en étant adaptée au courant, elle va pouvoir se maintenir par endroits et créer ça, c'est-à-dire des zones où il y a moins de stress lié au courant, où il y a de la sédimentation, une granulométrie qui est plus fine, du sédiment qui est plus riche en matière organique, en azote et en phosphore, et donc ça va être des zones dans ces tâches de végétation extrêmement favorables à l'activité biologique, à la fois de la végétation elle-même, mais aussi des micro-organismes, des animaux et de tout un cortège en fait, d'activités biologiques au sein de l'écosystème. Donc ça devient des hotspots d'activité au sein d'un écosystème qui sinon est en permanence balayé par le courant et donc dans lequel il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc la végétation maintient ces zones favorables. Donc ici on voit par exemple que certaines espèces vont se développer uniquement dans des zones justement en aval protégées par d'autres espèces qui permettent de créer des conditions plus favorables. Donc ça c'est extrêmement important parce que du coup quand on est dans un écosystème courant, on va avoir comme ça une espèce de mosaïque de tâches de végétation. Donc dans ces tâches de végétation, on va avoir ces conditions plus favorables, un maximum d'animaux, d'activités biologiques, et puis au contraire, entre les tâches de végétation, on va retrouver ce sédiment grossier dans lequel il y a beaucoup moins de choses qui se passent en termes d'activité biologique. Donc la présence de la végétation diversifie l'habitat et crée des conditions qui sont favorables globalement à l'activité, aux activités biologiques au niveau de l'écosystème. On retrouverait ça, là on a plutôt parlé de petits cours d'eau, on retrouverait toute une partie de ces activités et de ces processus au sein des grands herbiers qu'on retrouve. Donc ici c'est une photo sur le Vieux-Rhône de Bex, vous voyez, vous avez des herbiers qui font plusieurs dizaines de mètres de large sur des centaines de mètres de long, et on retrouve ça, c'est-à-dire beaucoup de sédiments piégés, beaucoup d'activités au sein de ces herbiers, alors que dans la zone là, qui est beaucoup plus courante, dans le chenal, on va avoir quelque chose, globalement une biodiversité qui est beaucoup plus faible, et une activité qui est beaucoup plus faible. Donc dans ces milieux courants, la végétation, c'est un facteur extrêmement important de diversification et de maintien de plein de fonctions biologiques qui sinon ne sont pas susceptibles de se maintenir dans ces zones très courantes. Alors pour terminer,
J'avais dit que je parlerais un petit peu d'enjeux de cette végétation actuellement. Ici, donc c'est probablement des choses dont vous avez déjà entendu parler, là aussi, c'est un herbier de Jussy sur le vieux Rhône de Bex. Donc la Jussy, c'est cette plante-là, avec ses fleurs jaunes. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, ça fait partie à l'heure actuelle des gros enjeux de gestion des écosystèmes. Donc ça, c'est une espèce exotique envahissante, si ce n'est l'espèce exotique envahissante emblématique des milieux aquatiques et même globalement des écosystèmes à l'heure actuelle. On verra un peu pourquoi c'est une espèce qui pose tant de problèmes. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un certain nombre de fonctions de cette végétation aquatique dans les écosystèmes, donc producteurs primaires, structuration de l'habitat, cycle biogéochimique et équilibre physique. La question maintenant, quand on parle d'enjeux, c'est aussi de rapporter ça aux activités humaines et notamment d'essayer de passer de ces fonctions de ces végétaux, qui sont uniquement des fonctions écologiques, indépendamment de l'activité humaine, donc de passer de ces fonctions aux services écosystémiques. Donc les services écosystémiques, c'est l'ensemble des ressources et des bénéfices que la société va tirer des écosystèmes. Et aujourd'hui, évidemment, les enjeux de gestion, ils tournent beaucoup autour de ces services écosystémiques. Alors pour la végétation, donc j'ai repris un certain nombre de services écosystémiques qui sont réalisés directement par la végétation dans des écosystèmes où elle est présente. Donc on différencie généralement 4 types de services écosystémiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle des services support ou de soutien. C'est des services écosystémiques qui sont nécessaires à la production de tous les autres services. Et grosso modo, c'est les services qui ont assuré le bon fonctionnement des écosystèmes. Et la végétation, là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle produit l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, l'ensemble des animaux et des organismes qui ont besoin d'oxygène ne peuvent pas survivre, donc c'est un service absolument essentiel. C'est un facteur d'habitat, on l'a vu tout à l'heure, avec l'utilisation de ces végétaux comme habitat par nombreuses espèces. C'est de la production primaire, là aussi, s'il n'y a pas de production primaire, il n'y a pas de chaîne alimentaire, donc il n'y a pas d'autres organismes qui vont s'installer. C'est un rôle dans le cycle des nutriments, et puis c'est de la formation des sédiments, exactement comme un milieu terrestre. S'il n'y a pas de sol, il y a peu de choses qui vont s'installer. En milieu aquatique, c'est la même chose, s'il n'y a pas de sédiments, il y a peu de choses qui vont s'installer, on l'a vu notamment sur les écosystèmes courants. Deuxième type de service, c'est les services de régulation. Les services de régulation, ça va être les avantages plutôt intangibles qui sont assurés par le bon fonctionnement des écosystèmes. Donc là, je les ai mis en bleu, c'est quoi ? En lien avec le cycle des nutriments, c'est l'épuration de l'eau. La végétation, en prélevant de l'azote et du phosphore, notamment pour la croissance, diminue la quantité d'azote et de phosphore dans l'eau et donc participe à ce service qui est l'épuration de l'eau. C'est quoi ? C'est aussi des services de régulation du cycle de l'eau et notamment le ruissellement, le fait de favoriser l'infiltration de l'eau dans les aquifères et donc de recharger les nappes. Et puis c'est une protection contre l'érosion. On l'a vu tout à l'heure avec les écosystèmes courants. Dès que vous avez de la végétation, ça arrête le courant, ça arrête les vagues, donc ça limite l'érosion. L'érosion, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que du coup, les sédiments s'en vont, donc il n'y a plus de sédiments, et puis ça rend l'eau turbide. Donc du coup, à partir du moment où vous avez une eau qui est très turbide, vous avez beaucoup moins... Ça réduit la biodiversité. Donc ça améliore la qualité de l'eau. Autre service, c'est des services d'approvisionnement. Donc cette fois, c'est les produits directement exploitables qui sont tirés des écosystèmes. Certaines espèces de plantes aquatiques sont utilisées comme matériaux de construction, par exemple les chaumes. Dans les zones de marais, on fait des toits de chaume, on construit en chaume, les fibres aussi de certaines espèces, de la nourriture, soit directement, soit indirectement. Directement, c'est quoi ? C'est par exemple, alors nous, on est habitués, ça dépend des gens, mais on peut manger du cresson, mais il y a une plante aquatique emblématique qui nourrit toute une partie de l'humanité, qui est le riz. D'accord ? C'est clairement une source de nourriture qui est extrêmement importante. Et puis, c'est aussi une source de nourriture pour l'élevage. Dans certains pays, il y a des végétaux flottants qui sont utilisés pour nourrir, fournir de la nourriture à l'élevage. Et enfin, en lien avec ce qu'on a déjà vu sur le cycle des nutriments, c'est la fourniture d'eau potable et d'eau pour l'irrigation. Dernier type de service, c'est les services socioculturels. Et les services socioculturels, c'est quoi ? C'est les apports non matériels de la biodiversité. Et ça va toucher directement la relation entre les humains et la nature.
Et là, ben, les végétaux jouent aussi un rôle important. La valeur esthétique, typiquement les nénuphars, quand on voit le nombre de peintures, évidemment Monet, mais pas que lui, et de représentation des nénuphars dans plein de cultures, c'est clairement une valeur esthétique importante, culturelle, spirituelle, religieuse, donc ça dépend évidemment des sociétés. Et puis c'est aussi l'utilisation de ces milieux pour des activités récréatives, donc la pêche, qui va dépendre directement de la bonne santé des écosystèmes, de la navigation de plaisance, de l'observation de la nature, de la baignade en milieu naturel. Donc ça peut être plein d'activités récréatives. Donc ça, c'est les services qui sont fournis par des écosystèmes aquatiques avec de la végétation et, je dirais, en bonne santé. À la fois de la végétation aquatique qui fonctionne bien et à la fois des écosystèmes qui fonctionnent bien. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Et vous pouvez avoir un certain nombre de dysfonctionnements ou de fonctionnements différents dans les écosystèmes qui font que ça va modifier la végétation et les fonctions de cette végétation, évidemment, et in fine les services. Un des problèmes à l'heure actuelle, alors c'est plutôt un problème qu'on retrouve en plan d'eau, c'est le fait qu'on bascule d'un état où on a de la végétation comme ça, où on a une eau claire et de la végétation, à un état qui est dominé par du phytoplancton. Donc ça peut être induit par plein de choses. Ça peut être induit par la compétition entre la végétation et le phytoplancton. Je vous ai dit tout à l'heure, la végétation aquatique, quand l'eau devient trop turbide, elle peut disparaître à cause du manque de lumière. Si le phytoplancton se met à proliférer, il n'y a plus de lumière et donc ça va faire disparaître les végétaux submerses. Ça peut être aussi lié aux activités humaines. Par exemple, quand on a des milieux qui sont trop riches, ça va avoir tendance à favoriser le phytoplancton. Ça peut être aussi lié à la turbidité qui est liée à des activités humaines, des rejets industriels. Le fait de brasser le fond des rivières ou les fonds des plans d'eau, ça va créer de la turbidité. Donc on va diminuer la lumière et on va défavoriser à chaque fois la végétation aquatique. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent faire basculer le système dans un système où ça devient le phytoplancton qui domine. Et à ce moment-là, évidemment, ça va changer les services écosystémiques. Souvenez-vous au début, il y a des fonctions qui sont réalisées par les plantes aquatiques qui ne le sont pas par le phytoplancton. Donc on va passer de ce système-là, un système à eau claire, végétation aquatique, à un système qui est dominé par le phytoplancton. Et on va perdre un certain nombre de services. Donc il y en a qu'on perd complètement. Quand il n'y a plus de plantes aquatiques, je les ai mis en gris, donc régulation de l'eau, la question de l'infiltration, il n'y a plus de racines, donc c'est plus quelque chose qui se réalise. Évidemment, la protection contre l'érosion, c'est la présence de grosses plantes qui va favoriser ça, avec des racines qui vont maintenir le sédiment. Si vous avez que du phytoplancton, vous perdez complètement ce service-là, et du coup c'est un cercle vicieux. Vous avez une eau qui est de plus en plus turbide, et qui du coup va être de moins en moins accueillante pour de la végétation. Vous perdez aussi certaines sources de nourriture. Il y a d'autres services qui vont être atténués. Vous pouvez éventuellement garder quelques espèces un peu émerses qui peuvent servir de nourriture et de matériaux de construction. Et pareil, là vous avez des végétaux qui vont participer au cycle, enfin des organismes qui vont participer au cycle des nutriments. Pourquoi ? Parce qu'ils vont croître, donc ils vont aussi utiliser des nutriments. Par contre, ils ne vont pas participer à l'épuration de l'eau et à la fourniture d'eau potable. Si vous avez des cyanobactéries, il va y avoir potentiellement des toxines dans l'eau. Donc oui, ça va changer les nutriments, mais par contre, ça ne va pas participer à l'épuration de l'eau. Donc, du fait des fonctions différentes de ces végétaux, on va conserver certains services et puis on va en perdre d'autres. Pareil, la baignade, on perd ce type d'activité. Donc ça, c'est un exemple de déséquilibre des écosystèmes qui conduit à ces changements de fonctionnement et de services écosystémiques. Un autre exemple est constitué par ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la prolifération de certaines espèces flottantes. Donc ça, c'est l'exemple que je vous avais montré tout à l'heure, d'un lac en Asie du Sud-Est. Ici, dans la région, la préoccupation, c'est la jussie, dont je vous ai montré des photos tout à l'heure. La jussie, en fait, c'est les jussies. Il y a deux espèces de jussies qui sont des espèces dites exotiques envahissantes et qui vont former comme ça qui vont pousser en formant des tiges à la surface de l'eau. Donc en fait, les jussies, elles sont ancrées sur la berge. C'est une forme de croissance que je ne vous ai pas présentée tout à l'heure parce que c'est vraiment très très particulier. Elles sont ancrées sur la berge et elles émettent comme ça, on voit, ces tiges pour aller coloniser progressivement les plans d'eau. Donc on voit bien, elles ont des grosses racines en dessous, c'est des plantes très efficaces pour prélever les nutriments, elles vont pousser très vite et du coup elles vont rapidement former ces herbiers et qui peuvent
recouvrir des surfaces extrêmement importantes. Alors la Jussie, pareil, si on regarde un peu dans les journaux, c'est toujours un problème. Il y a des énormes plans de gestion pour arracher, pour essayer de la maintenir, de la contenir, d'éviter la dispersion. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Alors en termes de, si on essaye de prendre un peu de recul, en termes de fonctionnement et de service, qu'est-ce que ça va amener ce type de végétaux? Donc de la même manière, on va passer de ce système avec une végétation qui est équilibrée à un système où on n'a que de la végétation en surface qui va proliférer, être à une densité extrêmement forte, et là aussi conduire à une perte de fonction à l'échelle de l'écosystème et à une perte de service. Alors qu'est-ce qu'on va perdre? Un peu comme pour le phytoplancton, on va perdre les services de régulation de l'eau, il n'y a pas de racines ancrées, on va perdre la protection contre l'érosion pour la même raison, c'est une espèce qui ne va pas stabiliser le fond de l'eau. On va perdre aussi la production d'oxygène. Alors on ne la perd pas complètement, mais on la perd pour les écosystèmes aquatiques. Pourquoi? Parce que ces espèces flottantes, en fait, elles ont l'essentiel de leurs feuilles hors de l'eau. Et donc l'oxygène qui est produit, il va aller dans l'air et pas dans l'eau. Donc c'est des espèces qui n'oxygènent pas l'eau. Et le problème, c'est que c'est même des espèces qui vont participer à la désoxygénation de l'eau parce qu'elles font énormément d'ombre en dessous. Donc du coup, il n'y a plus de photosynthèse dans la colonne d'eau. Donc il n'y a plus d'oxygène. Donc on se retrouve avec des taux d'oxygène extrêmement faibles dans l'eau, et ça va avoir un impact très très fort sur la biodiversité. Il y a plein d'animaux qui ne supportent pas d'avoir des taux d'oxygène trop faibles, donc on va perdre tout un cortège d'espèces qui sont sensibles à cette baisse d'oxygène dans l'eau. Par contre, on va conserver d'autres services, la formation des sédiments et puis le cycle des nutriments. Pour sa croissance, qui est très importante, la Jussie a besoin d'azote, de phosphore, donc au contraire, c'est une espèce qui va prélever énormément de nutriments dans l'eau, donc elle va abaisser très fortement les taux d'azote et de phosphore, et donc participer à ce service d'épuration de l'eau et d'eau potable. Donc on voit bien que ce n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a certains services qu'on va conserver et d'autres qu'on va perdre. Donc la question, c'est pas vraiment de savoir si telle ou telle espèce est importante ou pas, là c'est aussi de voir comment ça va impacter le fonctionnement de l'écosystème. Alors dernier exemple, juste pour présenter, souvent on entend parler de ces espèces flottantes, il n'y a pas que ça. La végétation submerse peut aussi être un problème quand on se retrouve avec des densités extrêmement importantes. Donc ça, c'est des photos qui sont issues de documents fournis par VNF, Voies navigables de France, où il y a des problèmes énormes d'envahissement des canaux, notamment du nord-est de la France, par des espèces aquatiques submerses. Et il y a tellement de plantes que ça met en péril les ouvrages, notamment les écluses, et les écluses ne peuvent plus s'ouvrir, parce qu'en fait elles sont complètement bloquées par la végétation. Les bateaux ne peuvent plus circuler parce que en fait, les hélices se prennent dans la végétation et ça bloque les moteurs. Donc en fait, à l'heure actuelle, c'est un problème de gestion énorme parce que ça met en péril la viabilité des voies d'eau sur une partie de la concession de VNF, enfin de la zone d'exploitation de VNF, qui du coup a du mal à maintenir ces canaux navigables pour les péniches. Donc évidemment, c'est un problème pour les activités humaines. On a besoin aujourd'hui de transport bas carbone, comme c'est le cas du transport par péniche, et la présence de végétation en excès, en fait, met en péril ce type d'ouvrage et ce type de transport. Aller au grappin, donc c'est une espèce de travail de fourmi pour des quantités monstrueuses de plantes qu'il faut sortir de l'eau. Donc finalement, l'idée aujourd'hui, quand même, sur ces enjeux, c'est qu'on a des écosystèmes aquatiques qui vont concentrer des activités humaines qui sont cruciales, en fait. Si vous prenez le Rhône entre Léman et la Méditerranée, l'eau du Rhône va devoir produire de l'électricité sur une vingtaine de barrages. Il y a 4 CNPE, centrales nucléaires, le long du Rhône. Ça va participer à l'alimentation en eau de métropoles énormes. Donc ça, c'est le champ captant d'eau potable de la ville de Lyon, qui est directement dans les bras du Rhône, donc qui est directement lié au fonctionnement du Rhône. Ça va participer évidemment à la navigation, à la fois touristique, mais aussi la navigation liée au transport de marchandises. Et puis, toute une partie de l'eau du Rhône est utilisée directement pour l'irrigation. Donc on demande énormément à l'eau à l'heure actuelle. Les besoins
de l'eau pour ses usages sont évidemment extrêmement importants, et face à ça, on a le fonctionnement des écosystèmes à essayer de préserver dans une certaine mesure et de maintenir. Donc évidemment, la question de cet équilibre entre le fonctionnement des écosystèmes et ses usages, dont pour l'instant on ne peut pas se passer, elle est absolument majeure dans la gestion de ces écosystèmes. Vous voyez là au travers, j'espère que vous voyez au travers de ce que j'ai présenté, que l'idée de travailler en écologie fonctionnelle, c'est d'aller chercher au-delà d'une liste d'espèces ou de la présence de telle ou telle espèce, soit qui est patrimoniale, soit qui est problématique, pour essayer vraiment de travailler sur les fonctions des écosystèmes, et du coup sur les services qu'ils peuvent rendre, et qui sont des outils pour essayer d'améliorer la gestion à l'échelle d'un écosystème comme le Rhône, qui est un écosystème complexe, avec des enjeux extrêmement importants. Donc on a besoin d'outils qui vont travailler plutôt à l'échelle de l'écosystème que ce qu'on fait parfois, c'est-à-dire des listes d'espèces. Donc l'objectif aujourd'hui, nous, une partie de nos recherches, c'est de participer à ce travail pour améliorer la gestion des écosystèmes à partir de cette interaction entre les problématiques écologiques et les enjeux, les usages qui sont portés par les acteurs qui travaillent sur le cours d'eau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sarah pour cette présentation formidable et extrêmement claire. J'imagine peut-être comme moi, vous avez un peu changé votre vision des végétaux aquatiques. Et puis on va prendre des questions. Bonsoir et merci. En dehors du courant et de la sédimentation, est-ce qu'il y a pour l'enracinement le facteur du sol lui-même, par exemple argileux ou sableux, qui rentre dans la caractéristique des plantes? Oui, complètement. Il y a des limites. En fait, alors c'est plutôt... oui, alors comme d'habitude, ça dépend des espèces. Le fait que les mousses soient présentes dans les ruisseaux en montagne, c'est notamment lié au fait qu'elles arrivent à s'accrocher sur des substrats type des blocs de grande taille, qui évidemment ne peuvent pas permettre l'ancrage de la végétation. La végétation, exactement comme au milieu terrestre, va avoir besoin d'interstices dans lesquels les racines vont pénétrer pour pouvoir s'ancrer. Les mousses, elles sont plutôt collées au substrat, en fait. Donc si on est sur un énorme bloc de plusieurs mètres, c'est pas gênant, les mousses vont se coller au substrat. Par contre, les plantes, il faut qu'elles aient des interstices dans lesquels elles insèrent les racines pour pouvoir s'ancrer. Donc on a cette limite, si la granulométrie est trop grosse, en fait, la végétation ne peut pas s'enraciner. Et de même, il y a certaines espèces qui sont sensibles à des sédiments qui seront trop compacts ou trop anoxiques. Donc des sédiments trop riches où il n'y a pas de circulation, ça va créer des zones très pauvres en oxygène, et certaines espèces, du coup, ça crée de la toxicité en fait au niveau des racines, et certaines espèces sont très sensibles à ça. Donc on peut avoir des limites à la fois sur du trop grossier et sur du trop fin, trop anoxique, qui va aussi limiter l'ancrage de certaines espèces. J'ai une autre question, j'en profite. Je comprends qu'il peut y avoir une concurrence entre les végétaux flottants, de surface, et ceux qui sont ancrés, au fond. Oui. Mais est-ce qu'il y a des végétaux ancrés qui peuvent éviter justement la végétation de surface flottante? Alors en général, c'est quand même beaucoup la végétation flottante de surface qui est plus compétitive, parce que souvent c'est des vitesses de croissance plus importantes, notamment liées au fait qu'elles sont juste posées au-dessus, donc en fait elles économisent de l'énergie, elles n'ont pas besoin de faire les structures qui vont les maintenir au fond. Donc ça coûte de l'énergie de produire les tiges ou les feuilles qui relient les racines jusqu'aux feuilles qui sont en haut. Donc les végétaux flottants en fait n'ont pas besoin de dépenser cette énergie-là. Donc c'est des végétaux qui ont des vitesses de croissance très très importantes. Les lentilles d'eau, ça fait partie des espèces des végétaux qui poussent le plus vite à la surface de la Terre.
Donc c'est souvent plutôt ces espèces-là qui vont être plus compétitives et éliminer les autres. L'autre problème des espèces qui sont ancrées, c'est qu'elles ont une limite de profondeur. Donc en fait, elles vont plutôt, par exemple, dans un plan d'eau, coloniser uniquement une ceinture pas très profonde, mais le centre. Si c'est trop profond, elles ne vont pas avoir la possibilité de coloniser ces zones-là, qui vont par contre être colonisées par les espèces flottantes. Donc il y a toute une partie de l'espace qui peut être quasiment colonisée que par les flottantes. Donc, ce qui donne aussi un avantage, parce qu'elles sont déjà là, et du coup elles se multiplient à partir de ces zones où elles sont les seules à pouvoir se maintenir. Bonsoir. Et si la température augmente? Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé, j'ai pas prononcé le terme de changement climatique, c'était quand même presque une performance. Mais quand la température augmente, alors clairement, là aussi on est dans la réponse classique, c'est-à-dire ça dépend des espèces. Ce qui est sûr, c'est qu'on va favoriser de manière générale la production de biomasse. C'est en partie responsable des proliférations qu'on observe et qu'on n'observait pas en fait, avant l'ère industrielle. Par exemple, les images là, sur les canaux de VNF, c'est sans doute fortement lié. Alors la part de la température versus autre chose, c'est difficile à quantifier pour l'instant, mais c'est sûr que c'est favorisé par la température. Parce que la saison de végétation est plus longue. En fait, il fait plus chaud plus tôt dans la saison. En milieu aquatique, la température est un peu tamponnée, donc potentiellement elle se maintient un peu plus chaud l'hiver, parce que c'est long de refroidir de l'eau. Donc, comme l'hiver est de plus en plus court, en fait la période où il fait froid dans l'eau est de plus en plus courte. Et il fait très chaud très tôt dans la saison, donc la végétation repart très vite. Il fait chaud aussi beaucoup plus tard, hein, on voit bien, des fois en novembre on a encore des températures qui sont très élevées, donc en fait la saison de végétation et de croissance est de plus en plus longue, et donc ça crée ces accumulations de biomasse qui deviennent extrêmement importantes. Donc c'est clairement un des facteurs qui explique ces proliférations importantes, à l'échelle globalement des macrophytes. Après, ça va aussi changer les équilibres entre les espèces. Il y a des espèces qui vont être très favorisées par ces augmentations de température, donc c'est souvent les espèces dites exotiques envahissantes qui viennent plutôt de climats plus chauds et qui du coup sont favorisées par les températures élevées. Donc dès qu'il y a du gel, des choses comme ça, on les voit régresser, hein, et puis elles repartent très rapidement quand il fait chaud. Donc c'est plutôt ces espèces-là à forte croissance qui sont favorisées, donc ça va modifier à la fois globalement la masse de plantes dans les écosystèmes et l'équilibre entre les espèces. Donc, les espèces qui sont généralement inféodées à des milieux froids, c'est sûr qu'on va les voir régresser, enfin on les voit déjà régresser, on va les voir régresser dans un futur proche. Et moi, je voulais vous demander, donc la ville de Vienne a créé un petit bras du Danube pour que les gens puissent se baigner gratuitement, plutôt que de construire des piscines depuis longtemps. Et ce petit bras du Danube est organisé, l'épuration, par effectivement les plantes aquatiques. Tous les matins, on voit les tondeuses marcher parce qu'elles, évidemment, pour se baigner, il faut pas que. Genre, voilà. Et donc, il y a la tonte des plantes, et donc toute la journée, tout l'été, tout le monde peut se baigner gratuitement, sans dépense électrique. Enfin, c'est quand même un projet qui pourrait devenir intéressant pour le Rhône chez nous, quoi, avec effectivement une épuration naturelle. Oui, alors c'est un enjeu énorme. Pour tout vous dire, on commence aussi à travailler sur ces questions-là. Il y a un buzz à l'heure actuelle à cause des JO à Paris, où on pense, où on va pouvoir, là, c'est avoir se baigner dans la Seine pour les Jeux Olympiques. Donc il y a l'apport financier pour ça est absolument colossal en fait, pour améliorer l'épuration, pour pouvoir arriver à se baigner dans la Seine. Tout le monde n'a pas les moyens de Paris, tout le monde n'a pas les JO qui vont amener ces moyens-là et ces investissements sur le long terme. Donc c'est une vraie question en fait, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'il faut favoriser ou pas ces baignades en milieu naturel. Socialement, sociétalement, c'est un point qui est probablement extrêmement important. Il y a déjà plein de gens qui se baignent dans le Rhône
alors que c'est interdit, parce qu'il y a un besoin d'accès aux espaces bleus comme on a besoin d'avoir un accès aux espaces verts. Les villes sont de plus en plus chaudes l'été, donc ça devient un enjeu très fort d'aménagement urbain, en fait, d'avoir des zones de baignade, et c'est sûr que c'est des zones de baignade qui coûtent peu en infrastructure, en fait, à part qu'il faut réussir à rendre l'eau suffisamment de bonne qualité pour qu'il y ait de la baignade. Donc c'est des sujets qui sont en train de sortir partout. Il y a des villes aussi en France qui commencent à faire ça. Vichy, par exemple, a ouvert une baignade dans l'Allier, avec l'idée aussi que ça peut être vertueux, c'est-à-dire le fait d'ouvrir la baignade oblige les collectivités territoriales à mieux gérer leur eau, donc à mieux gérer l'assainissement, à essayer d'éviter qu'il y ait plein de déchets qui soient jetés dans les rivières, ce qui est souvent le cas. Et puis le fait que les gens se rebaignent dans les rivières est aussi un facteur qui peut permettre de retisser un lien avec la rivière et donc d'amener des comportements plus vertueux, typiquement d'arrêter de jeter les voitures, les trottinettes et tout ce qu'on peut dans les rivières, quoi. Et quand les plans comme ça sont envahis, à part cette espèce de grand appareil, oui, quels autres systèmes peuvent exister pour les éliminer en fait? Alors il y a plein de choses, là il y a des grappins où ça permet de sortir les plantes de l'eau, il y a des espèces de faucheuses qui sont des sortes de moissonneuses qui vont passer à la surface de l'eau avec des espèces d'hélices pour broyer la végétation. Donc ça c'est des traitements plutôt mécaniques, il y a de l'arrachage manuel. En fait un des problèmes de la végétation aquatique, c'est que les fragments qui sont produits sont très souvent viables et peuvent redonner des plantes. Donc typiquement les plantes, les tiges de la Jussie, si c'est des fragments de quelques centimètres, en fait elle va refaire des racines, refaire des feuilles et repartir. Comme elle est dans l'eau, elle ne sèche pas, et donc les fragments qui sont produits peuvent repartir. Donc en fait, ces techniques de gestion mécanique, souvent elles produisent un peu de fragments, c'est difficile de récupérer tous les morceaux, et finalement ça participe aussi à la dispersion de l'espèce. Donc maintenant on fait aussi de l'arrachage manuel, mais là c'est un travail complètement démesuré. Après il y a des essais de traitement chimique. Alors en France on n'a pas le droit de mettre de l'herbicide dans l'eau, il y a des pays où ça se fait, on met du Roundup dans l'eau. Donc voilà, évidemment là, ce qui est une bonne chose, on n'a pas le droit en France de faire ça, mais il y a des traitements par exemple pour essayer de colorer l'eau, diminuer la quantité de lumière. Ça peut réduire du coup la prolifération des espèces qui sont plutôt dans la colonne d'eau. Ça ne résout pas le problème d'espèces comme la Jussie. Donc il y a énormément d'essais de gestion, c'est pas toujours très efficace, quoi. Moi je m'intéresse aux libellules. On a sorti un petit livre sur les libellules de la Drôme. Et un des problèmes qu'on rencontre dans les plans d'eau, c'est que les pêcheurs lâchent énormément de carpes, des fois des espèces exotiques, là, comme la carpe Mont Blanc. Et donc, lorsqu'il y a trop de carpes, eh bien, il n'y a plus une seule plante. L'eau devient boueuse, c'est un bourbier. Et donc, finalement, les seules plantes qui résistent, ce sont les Jussies et la myriophylle du Brésil. Voilà. Donc, on a un étang là, dans les Champs-Marans, où la myriophylle du Brésil est venue, on ne sait pas comment. Et donc, du coup, ça fait des milieux qui sont intéressants pour les libellules. Donc, si on est dans un paradoxe complet, c'est-à-dire que les plantes exotiques se superposent, et voilà. Donc, c'est étonnant. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'introduction ou le fait qu'il y ait beaucoup de poissons type carpe dans les étangs c'est typiquement un facteur qui provoque le basculement entre un état avec plantes à eau claire vers un état turbide pour plein de raisons, parce que ça modifie la chaîne trophique, et puis c'est aussi des poissons qui vont remettre en suspension beaucoup le sédiment, donc augmenter la turbidité, donc ça défavorise les plantes, ça favorise le plancton. Effectivement, ça fait basculer dans un état plutôt à phytoplancton. Ce qui est paradoxal, c'est que finalement, dans certains cas, on a des espèces exotiques envahissantes, dites exotiques envahissantes, qui vont assurer certaines fonctions écologiques et certains services quand même. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que la Jussie,
c'est très bien pour épurer l'eau, hein. C'est des plantes à vitesse de croissance très importante, ça va capter énormément de nutriments, donc oui, ce service-là, il est assuré. Donc là aussi, c'est une question, après c'est une question il y a une question écologique évidemment, mais il y a aussi une question de est-ce qu'il vaut mieux avoir du myriophylle du Brésil dans un étang ou rien. Finalement, c'est aussi lié à l'usage qu'on en fait, quoi. Et c'est pas tout noir ou tout blanc, parce qu'il y a aussi des espèces exotiques envahissantes qui au bout d'un moment trouvent leur place dans les écosystèmes et qui posent de moins en moins de problèmes. Donc finalement, ça vaut de moins en moins la peine aussi de dépenser à la fois énormément d'argent, mais aussi des moyens qui peuvent être assez polluants ou poser d'autres problèmes écologiques. Hein. Quand on fauche mécaniquement, on met en suspension les sédiments, on brasse le sédiment, enfin, c'est des choses qui sont pas complètement anodines pour l'écosystème. Et finalement, il y a des espèces qui progressivement posent moins de problèmes. On voit ça avec typiquement l'algue tueuse qui était en Méditerranée et qui petit à petit a trouvé sa place dans l'écosystème et qui, à l'heure actuelle, finalement pose plus tant de problèmes que ça en termes de fonctionnement. Ça a été un problème, ça l'est moins. Donc c'est vrai que en fait, c'est des questions qui sont très compliquées, quoi, parce que le choix d'aller gérer ou pas, il est parfois difficile à prendre, quoi. Parce qu'il y a certaines fonctions qui sont assurées, d'autres pas. Si on enlève le myriophylle mais qu'il n'y a absolument pas de plantes, finalement, est-ce que c'est mieux que s'il y a seulement le myriophylle du Brésil? À voir, quoi. C'est vrai que c'est pas simple en fait, parce que c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Bonsoir et merci pour votre présentation. Il y a à Valence tout un réseau de canaux qui sont connus localement pour leur qualité biologique, la biodiversité qu'ils abritent. Les avez-vous étudiés? Quel est votre sentiment à propos de ces canaux, si vous en avez un? Et quelles seraient les actions à mettre en œuvre ou à ne pas mettre en œuvre pour les préserver selon vous? Alors je suis pas sûre de connaître ce réseau de canaux. Pourtant, il y a une fête des canaux chaque année. Oui, alors on en parlait. Les associations aussi qui luttent pour leur sauvegarde. Tout à fait, mais alors j'ai jamais participé à la fête des canaux, on en a parlé avant avec les gens de la fondation RTA et du coup je vais pas bien savoir répondre parce que je connais pas ces canaux en fait. Donc voilà, je sais ce que je vais faire en rentrant, il faut que je me renseigne sur le... Ouais, je suis désolée. Bonsoir, merci pour la présentation. Alors, la Jussie est originaire d'une autre région du globe, probablement. Oui. Dans son milieu naturel, original, comment est-ce qu'elle est régulée finalement? Oui, elle est originaire d'Amérique du Sud, la Jussie. La Jussie en particulier, je ne sais pas en général. Les espèces exotiques envahissantes, en fait il y a toute une série de facteurs qui fait qu'elles deviennent proliférantes ou envahissantes. Alors les termes sont toujours un peu compliqués parce que c'est très connoté. D'autant plus que là la Jussie elle a été introduite volontairement, donc c'est vrai que c'est toujours un peu gênant d'accuser une espèce alors qu'on a été les responsables actifs du déplacement de cette espèce. Souvent, c'est que elles ont une place dans l'écosystème qui n'est pas tout à fait la même que dans leur écosystème d'origine. Par exemple, il manque dans l'écosystème nouveau, il peut manquer les prédateurs, les consommateurs là pour les plantes, les parasites typiquement qui font que les populations se retrouvent être beaucoup plus vigoureuses dans la nouvelle aire de répartition que dans leur aire d'origine. Il y a aussi le fait que les plantes avec lesquelles elles sont en compétition ne sont pas les mêmes quand elles sont dans leur aire native et quand elles sont dans leur nouvelle aire de répartition. Donc c'est souvent ces interactions biotiques entre l'espèce et à la fois les parasites, les consommateurs, etc., et avec les autres plantes qui fait qu'elles sont complètement modifiées dans le nouvel écosystème et que du coup elles se mettent à proliférer. Donc typiquement ce qu'on voit, alors pas forcément sur la Jussie, mais de manière générale sur les espèces invasives, c'est que progressivement, il y a des animaux qui commencent à les consommer en fait. Au départ, elles ne sont pas du tout consommées, et puis progressivement, il y a des animaux qui commencent à utiliser ces ressources alimentaires et donc à participer un peu à la régulation de ces espèces parce que c'est une ressource qui devient importante, donc il peut y avoir modification un peu du régime alimentaire de certains animaux qui se mettent à les consommer. Ça participe de la régulation de l'espèce qui se met en place petit à petit dans le nouvel écosystème.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez des idées d'espèces qui sont consommatrices maintenant en France de Jussie ou pas? Ou d'espèces envahissantes? Alors, la Jussie, je ne saurais pas dire, je ne suis pas spécialiste de la Jussie, mais on voit progressivement, typiquement, tous les invertébrés qui consomment les plantes aquatiques peuvent se mettre à consommer des espèces qui au départ n'étaient pas là, quoi. Donc ça peut prendre un peu de temps, c'est très variable, mais c'est des mécanismes qui participent de la régulation de ces espèces nouvelles, en fait. Pardon, oui, merci. Et l'utilisation en biomasse, parce qu'il y a bien des plantes aquatiques qu'on utilise comme fourrage. Oui. Alors il y a des essais, il y a de l'utilisation en une espèce de valorisation secondaire de ces plantes qui prolifèrent. Là aussi c'est variable selon les espèces. Le problème des végétaux aquatiques, vous avez vu les coupes microscopiques, en fait c'est beaucoup d'air et pas beaucoup de biomasse. Donc en fait quand elles sont vivantes c'est un gros volume parce qu'elles sont très légères et elles sont remplies d'air. Quand elles commencent à sécher, en fait il ne reste pas grand chose. Ça pèse pas grand chose une fois que c'est sec, c'est beaucoup d'air et beaucoup d'eau. Donc du coup ça fait peu de masse à valoriser pour des gros efforts pour sortir tout ça de l'eau, en fait. Donc c'est pas du très bon matériel de manière générale pour la valorisation de la biomasse. Même si effectivement certaines espèces peuvent être consommées. Mais c'est pas toutes, quoi. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est volontairement que la Jussie avait été importée. À quelle fin? Pour de l'ornement. En fait, c'est souvent c'est le cas pour un certain nombre d'espèces dites invasives qui ont été introduites dans les jardineries, vendues comme plantes ornementales. Donc la Jussie, c'est le cas. C'est le cas de la renouée du Japon, par exemple, aussi, qui pose des problèmes sur la vallée du Rhône, là, qui du coup pas une espèce aquatique, mais qui est très très présente sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a été introduite, vendue pendant des années dans les jardineries, qui a reçu des prix de plantes ornementales de l'année parce qu'effectivement elle est jolie, elle fleurit beaucoup, et qui progressivement s'est mis à se répandre de manière un peu incontrôlée, quoi. Donc c'est un des facteurs d'introduction, c'est la vente en jardinerie, quoi, pour des vertus ornementales. Et est-ce que nous, on a des algues, par exemple la spiruline, qui est une algue qui peut être consommée, oui. Est-ce que nous, on pourrait à un moment donné consommer certaines plantes ou certaines algues? Alors c'est le cas pour le cresson, par exemple, qui est cultivé on peut acheter du cresson qui est cultivé très localement. Enfin, il y a des cressonnières locales. Le souci quand on les prélève dans la nature, c'est les parasites qui peuvent être présents sur les feuilles. Donc, typiquement la douve du foie, il peut y avoir des larves sur les feuilles, donc il faut faire attention à cette question sanitaire, quoi, quand on prend des plantes directement dans la nature. Mais sinon, oui, le cresson, typiquement, c'est vraiment une plante aquatique, quoi. Est-ce qu'il existe des arbres qui s'enracinent dans l'eau sans aller jusqu'à une mangrove? Non. Alors, là, il y a des groupes qui ne sont pas du tout aquatiques, par exemple les conifères. Il n'y a pas du tout, alors qu'il y a des fougères, des angiospermes, c'est des plantes aussi qui font des arbres. Hein. À partir du moment où il y a des fleurs, donc ça peut être soit des plantes herbacées, soit des arbres, donc il y en a plein qui sont aquatiques. Par contre, il n'y a pas du tout de conifères aquatiques. Donc ça, c'est un groupe qui n'a pas du tout colonisé le milieu aquatique. On ne va pas trouver de végétaux vraiment ligneux qui ont un port de type arbre dans les milieux aquatiques, à part évidemment les mangroves, mais c'est des formes de croissance très particulières. Sinon, c'est quand même essentiellement de la végétation herbacée, quoi. Il y a certaines espèces d'arbres qui sont inféodés au milieu humide, par exemple les aulnes, hein, qui sont des arbres qui aiment bien avoir les racines quand même dans des zones proches de la nappe, mais ils ne vont pas être dans l'eau, quoi.
Moi, du coup, j'ai peut-être une petite question, Sarah. Là, on a parlé d'écologie fonctionnelle, donc vraiment de services écosystémiques. Qu'en est-il de la préservation de la biodiversité pour elle-même? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans ce sens dans les écosystèmes aquatiques ou est-ce que c'est accessoire par rapport à la gestion? Ça devrait pas. Mais en fait, il y a des espèces exactement comme les espèces terrestres, des espèces qui sont protégées au niveau régional, au niveau national, au niveau européen. On a toute une flore aquatique qui est protégée. C'est pas des enjeux majeurs à l'heure actuelle de gestion des milieux aquatiques. On a du mal à faire passer ce message-là. Parce que c'est des modèles qui sont pas très connus et la végétation est plutôt vue dans la manière dont elle gêne les activités humaines. C'est vrai que ça peut gêner énormément quand on ne peut plus faire circuler des bateaux, quand c'est un problème pour la sécurité des ouvrages, etc. C'est plutôt vu sous ce prisme-là. Donc on a du mal à avoir une gestion patrimoniale de la flore aquatique, en fait, comme on pourrait avoir sur la flore terrestre avec des espèces très emblématiques, d'orchidées, de choses comme ça, où il y a des plans de préservation qui se mettent assez facilement en place. Là, c'est très compliqué. Parce que le modèle s'y prête pas, en fait. Les gens ne sont pas forcément très sensibilisés à ça. C'est difficile de communiquer là-dessus auprès de tout le monde, hein, des gestionnaires, des collectivités, du grand public. C'est facile de communiquer sur les poissons, sur les castors, sur certains organismes aquatiques. C'est difficile de communiquer sur la flore. Donc on a du mal à mettre en place cette gestion patrimoniale. Et face à ça, il y a plutôt quand même des gros problèmes, des gros enjeux de gestion liés à la prolifération, donc qui occupent beaucoup le terrain, quoi. Oui, je voulais donner un petit exemple des relations de la forêt alluviale, des forêts qui sont le long des cours d'eau, dans la Drôme notamment, et du milieu aquatique, parce que très souvent, tous les invertébrés et tous les poissons se trouvent dans les racines des saules le long des berges de la Drôme, par exemple. Et donc, toutes les populations de libellules, par exemple, sont dans les racines des saules, qui sont des racines immergées. Les saules font des tissus racinaires qui sont très denses, et comme des plantes aquatiques, finalement. Et de la même manière, en hiver, lorsqu'on cherche des poissons, ils sont tous dans les embâcles de bois qui sont transportés par la rivière. Voilà, c'est deux exemples où il y a une relation entre les arbres et le milieu aquatique. Oui, et puis c'est le bois mort, de manière générale, dans les écosystèmes aquatiques est absolument essentiel. Là aussi, c'est un message qui est difficile à faire passer parce que c'est plutôt une source de problèmes, hein. Ça vient se mettre dans les piles de ponts, dans les ouvrages, mais le bois mort joue un rôle absolument majeur en nourrissant en fait toute une partie de l'écosystème, hein. C'est toutes les larves d'insectes qui se nourrissent de bois mort vont après alimenter la chaîne alimentaire et les poissons, ce qui fait effectivement on a une richesse piscicole qui est liée à la présence soit de bois vivant, soit de bois mort dans les écosystèmes. Donc effectivement, ça c'est un rôle très très important du bois. Une dernière question peut-être. C'est le moment. Non? Ah. Oui, je voulais connaître votre avis sur les cyanobactéries. Vous en avez parlé, notamment sur la toxine qu'elles sécrètent. Et vous avez parlé des risques sanitaires des parasites du cresson. Est-ce que la toxine qui est contenue dans ces cyanobactéries pourrait poser un risque sanitaire pour l'homme, notamment lorsque l'eau est utilisée comme eau d'arrosage, par exemple, sur les berges des cours d'eau, etc. C'est une question que je me pose. Alors, je ne suis pas sûre d'être suffisamment calée sur ce sujet-là pour répondre. Je ne sais pas quel est le niveau en fait, de risque. En général, le risque sanitaire, on le voit arriver, ce qu'on voit dans les coupures de journaux, et c'est comme ça que le risque sanitaire avec les cyanobactéries arrive. C'est typiquement des animaux qui boivent de l'eau et qui meurent, quoi. On voit souvent des chiens, éventuellement des chevaux, qui au moment des proliférations en fait, meurent suite à l'ingestion de cyanobactéries. Mais du coup, c'est vraiment de la boisson, de l'eau contaminée par les cyanobactéries, par les toxines,
provoque ça. Si c'est utilisé en arrosage, je ne saurais pas dire si les toxines restent suffisamment longtemps, si elles sont dégradées à l'air. Enfin, après, c'est vraiment des questions de spécialistes, et moi je ne suis pas du tout. Donc je pense, enfin, c'est possible, hein, mais je ne sais pas du tout à quel niveau en fait pourrait se situer le risque. Donc je ne saurais pas répondre. Merci. Non, du coup, par rapport à l'utilisation de l'eau du Rhône pour l'irrigation des cultures et donc la pollution qu'on connaît du Rhône, quelles peuvent être les répercussions en fait sur les productions et puis in fine sur la consommation par l'être humain? Alors, je pense que ça dépend là aussi des secteurs. Il y a des secteurs où l'eau du Rhône est plus ou moins bonne et plus ou moins mauvaise, soyons clairs. Là aussi, c'est loin de mon domaine de compétence, donc je ne suis pas sûre d'être capable de répondre à ça. La chaîne, en fait, de pollution et de dispersion des contaminants dans les cultures, c'est vraiment, il faut être spécialiste de ça, quoi. Moi je ne suis pas capable de répondre. C'est sûr qu'il y a une quantité importante de cultures qui sont irriguées avec l'eau du Rhône. Après, j'imagine aussi que ça dépend beaucoup des cultures. Si on est sur des fruits ou si on est sur des cultures maraîchères, où l'eau est directement en contact avec la plante et la partie qui va être consommée, je pense que les risques ne sont pas les mêmes et les enjeux sur l'utilisation de cette eau ne sont pas les mêmes. Mais après, je suis un peu loin de mes bases, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Bien, merci beaucoup en tout cas, Sarah, pour votre intervention. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Le mois prochain, il s'agira d'agriculture, puisqu'on recevra David Ciossa sur les agroécosystèmes, impact des polluants et températures sur les insectes ravageurs et nouvelles solutions d'actualité.